Bonjour à tous, bienvenue pour ce chapitre 8, chapitre essentiel concernant le clonage des processus. Alors avant toute chose, un rappel sur ce qu'est un processus par rapport à un programme. Un programme, c'est un fichier binaire présent sur le disque dur. Par exemple, sur votre disque dur, vous avez firefox.exe et quand vous allez lancer ce programme, eh bien, vous allez générer un processus. Un processus, c'est donc ce qui correspond à l'exécution d'un programme. Un processus va donc naître quand on va lancer le programme, va vivre durant l'exécution du programme et va mourir quand l'utilisateur va mettre fin à l'exécution du programme. Ce rappel étant fait, eh bien, on peut passer au gros du sujet, la primitive fork. Alors attention, cette primitive va donc permettre de cloner le processus, c'est-à-dire le programme C finalement, qui fait appel à cette fonction. Donc on a bien affaire à du clonage, c'est-à-dire que le processus va être dupliqué. On a le processus de départ, et dès que celui-ci tombe sur fork, eh bien il donne naissance à un autre processus. Donc avant fork, on a un processus, le processus qui fait appel à fork, et après fork, on a deux processus. Le processus du départ et le nouveau processus issu du clonage. Alors le processus de départ, on l'appelle le processus père, puisqu'il donne naissance à quelque chose, donc c'est le père. Et comme on le verra par la suite, eh bien, il continue sa vie, c'est-à-dire qu'il poursuit l'exécution de son code source, comme si de rien n'était. Tandis que le nouveau processus, comme d'un côté on a le père, eh bien lui on va l'appeler le fils. Et quel est le code source exécuté par ce fils? Eh bien, le fils ne va pas reprendre l'exécution du code source depuis le début du programme. Il va exécuter le code source situé juste après fork. Donc, ça veut dire qu'après fork, eh bien, père et fils exécutent le même code, puisque le père continue l'exécution du code, donc après fork, et le fils n'exécute que le code situé après fork. Alors, il faut bien voir que père et fils sont concurrents. Ça veut dire qu'ils vivent chacun leur vie. Donc, ils s'exécutent indépendamment l'un de l'autre, comme s'ils n'avaient aucun lien en commun. Alors, on verra plus tard que ça n'est pas si simple que ça, mais pour l'instant, chacun vit sa vie. Alors, prenons l'exemple du premier clonage qui a été réalisé sur des êtres vivants. Rappelez-vous, quoique vous n'étiez peut-être pas né, le premier clonage sur des animaux a été réalisé sur un mouton, une brebis plus exactement. Donc, à l'issue du clonage, là, vous avez à l'écran la maman brebis, et donc à l'issue du clonage, eh bien, on a eu Dolly, c'est-à-dire la fille de la maman brebis. Donc, avant le clonage, on avait une brebis, et après le clonage, eh bien, on a deux moutons. Au niveau des processus, c'est pareil. Le père tombe sur fork, et bien crac, il donne naissance à un nouveau processus. Et donc, eh bien, on a deux processus qui vont s'exécuter sur la machine Unix. Alors, il faut bien voir que c'est un clonage. Donc, aussi vrai que Dolly et sa maman avaient le même patrimoine génétique, eh bien, nos programmes père et fils sont quasi identiques. Ils exécutent le même code, on l'a dit, et attention, avec les mêmes variables, mais distinctes. En effet, comme on a deux processus distincts, eh bien on a deux segments mémoire distincts. Mais, par exemple, si le père avait une variable toto qui valait 10, eh bien le fils se retrouve aussi avec une variable toto qui vaut 10. Mais la variable toto du fils est distincte de la variable toto du père. Le fils récupère également les mêmes fichiers que le père avait ouverts. Alors attention, parmi les choses non clonées, non dupliquées, eh bien, il y a la position courante des fichiers. On a vu lors du chapitre adéquat que quand on agissait sur un fichier, il y avait une position courante. Eh bien, quand on clone, la position courante n'est pas dupliquée. Ça veut dire que père et fils agissent sur la même position courante. Et donc, si le père modifie la position courante, par exemple en lisant 10 octets,
eh bien le fils va se retrouver avec la même position courante déplacée de 10 octets à cause de la lecture du père. Donc là, attention, position courante non dupliquée. Alors vous allez me dire, ben oui, mais si père et fils exécutent le même code, c'est pas intéressant, puisque ça veut dire qu'on aurait le père et le fils qui feraient systématiquement la même chose. Donc, ben, l'intérêt c'est très limité. Alors bien entendu, non, on peut différencier le père et le fils. Ceci en consultant la valeur de retour de fork. Alors en effet, voyez que là ici, j'essaie de faire apparaître le curseur de la souris, là ici, fork retourne une valeur qui est de type PID. Alors PID, on l'avait vu jadis, ça veut dire identifiant de processus. En fait, fork, ça retourne un entier. Alors ça retourne -1 si le clonage a échoué. Alors en effet, vous savez tous que sur une machine Unix, on a une limite en termes de nombre maximal de processus en cours d'exécution. Donc si on appelle fork et que le processus nouveau-né fait dépasser cette limite autorisée, eh bien Unix va dire non, non, je refuse le clonage, le nombre maximal de processus est atteint. Par contre, si le clonage a bien réussi, eh bien on a ceci qui se passe. C'est que pour le processus fils, fork retournera toujours la valeur 0, l'entier 0, tandis que dans le cas du père, eh bien fork retournera comme valeur de retour l'identifiant du fils nouveau-né. Donc c'est grâce à ces valeurs de retour différentes du fils par rapport au père qu'on va être capable de distinguer les deux processus et donc de leur faire exécuter des bouts de code différents. Regardez bien, vous allez tout comprendre. Considérons ce programme. On va dérouler ensemble l'exécution et puis on va regarder ce qui se passe en mémoire. Donc vous voyez qu'au départ, on déclare une variable PID de type PID, type PIDT. Donc en mémoire, Unix va réserver un emplacement auquel on va pouvoir accéder avec le nom PID. Ensuite, on déclare un entier i qui vaut 0. Donc en mémoire, 4 octets sont réservés. La zone mémoire s'appelle i. On stocke 0. Ensuite, affichage à l'écran, printf. Donc à l'écran s'affiche c'est parti. Et puis là, attention, on clone. Donc plusieurs effets. Déjà, donc un fils est créé. Et donc, eh bien, les variables du père sont dupliquées à l'identique pour le fils. Donc là, les variables rouges sont celles du père, et puis ces nouvelles variables bleues sont celles du fils. Donc vous voyez, le père avait une variable i qui vaut 0, le fils se retrouve aussi avec une variable i qui vaut 0. Le père avait une variable PID, le fils se retrouve avec une variable PID. Sauf que la variable PID, là ici, récupère le retour de fork. Donc, on a dit que dans le cas du fils, fork renvoyait toujours la valeur 0. Donc, la variable PID du fils vaut 0. Par contre, pour le cas du père, eh bien, fork retourne l'identifiant du fils nouveau-né. Donc, dans la variable PID du père, eh bien, on aura un identifiant de processus, par exemple 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, la variable PID du fils est différente de celle du père. On va pouvoir distinguer les deux processus. Au niveau du code exécuté par nos deux processus, le père, une fois qu'il s'est cloné, une fois qu'il a donné naissance à son fils, eh bien le père continue l'exécution du code là ici. Donc le père va exécuter ce code-là, symbolisé par la flèche rouge. Tandis que le fils, lui le fils, il est né ici. Donc le fils va commencer son exécution de code là ici. Le fils ne repart pas de là-bas tout en haut. Ce qui fait que ce printf-là n'est pas exécuté par le fils. Donc le fils exécute ce code-là. Alors, les deux exécutent le code en même temps. Chacun vit sa vie, on l'a dit tout à l'heure. Alors, mettons-nous dans la peau du père, par exemple. Donc, moi, père, j'ai créé mon fils. J'incrémente i. Donc, la variable i du père, c'est-à-dire celle-là, est incrémentée de 1. Le père consulte le contenu de sa variable PID. Est-ce que sa variable PID est égale à 0?
la variable PID du père, là ici, n'est pas égale à 0. Donc, le père fait le alors, et le père fait le i moins moins. Donc, vous voyez, cette instruction-là ne sera exécutée que par le père. Donc, le i du père qui valait 1, eh bien, le i du père repasse à 0. Comme le père est passé dans le alors, le else est ignoré, et puis le père se termine. Pendant ce temps-là, eh bien, le fils qui est né là commence l'exécution du code à partir d'ici. Donc le fils fait aussi le i++, donc le fils va incrémenter sa variable i qui passe à 1. Le fils va tester sa variable PID. Et là, je suis en train de m'apercevoir que tout à l'heure, j'ai raconté des grosses bêtises, puisque pour le fils, la variable PID du fils vaut 0. Donc le fils va exécuter le i moins moins. Tandis que pour le cas du père tout à l'heure, la variable PID du père ne vaut pas 0. Donc le père, comme ceci est faux, le père va exécuter le else. Donc le père va faire le i++ là ici, et le i++ là ici. Ce qui fait qu'à l'issue de l'exécution du père, eh bien, la variable i du père vaudra 2. Veuillez m'excuser pour cette grossière erreur. C'est vrai que parler à un ordinateur, c'est tout à fait perturbant. Donc, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, la variable i du père vaut 2. Remettons-nous dans la peau du fils. Donc, pour le fils, la variable PID du fils vaut 0. Donc, le fils fait le i moins moins. Donc, le fils a fait i++, puis i moins moins. Donc, la variable i du fils est remise à 0. Ce qui fait que, eh bien, à la fin du code, eh bien, l'état de la mémoire est ceci. La variable i du père, comme je l'ai dit dans un second temps, vaut 2. Et puis la variable i du fils vaut 0, puisque le fils a fait i++, i moins moins, tandis que le père, lui, a fait i++, i++. Voilà. Alors, tout ça, c'est bien gentil, mais il y a un petit problème, c'est que, eh bien, il y a une procédure un petit peu particulière quand un fils meurt. Alors, en effet, quand un fils meurt, celui-ci envoie un signal Unix. Donc là, rappelez-vous les signaux qu'on avait vus au semestre 1. On avait parlé des signaux seek-kill, SIGINT. Eh bien, il y a un signal qui s'appelle seek-child, child comme enfant. Et donc, eh bien, un fils qui meurt renvoie ce signal-là à son père. Donc, grossièrement, un fils qui meurt dit à son père « Coucou, papa, je meurs ». Et tant que le père n'a pas pris en compte ce coucou du fils, eh bien, tant que le père n'a pas pris en compte le signal coucou du fils, eh bien, ce fils passe dans un état dit zombie. C'est-à-dire que le fils ne fait plus rien, il a fini d'exécuter son code, mais il est toujours présent. Donc, il occupe toujours des ressources au niveau de l'ordinateur, notamment au niveau de la mémoire. Donc, pour éviter la prolifération des processus zombies, il est essentiel que le père prenne connaissance de la mort de ses fils. Sinon, ceux-ci restent zombies. Alors, comment fait-on cela? Eh bien, on a une primitive qui s'appelle wait. Comment fonctionne cette primitive? Alors, c'est donc un père qui fait appel à ça. Alors, si le père se met en attente de fils alors qu'il n'a aucun fils, on est dans un cas d'erreur. Donc, dans ce cas-là, la primitive renvoie -1. Par contre, si le père a des fils qui sont en vie, qui sont en cours d'exécution, eh bien, voyez, wait, le père attend la mort d'un de ses fils. Donc là, le père se met en pause, le père s'assied au coin du feu, sirote un blanc sec et attend qu'un de ses fils meure. Donc là, j'insiste, le père attend. Et donc, dès qu'un fils devient zombie, dès qu'un fils est mort, eh bien, wait retourne le PID du fils qui vient de décéder. Et le père continue l'exécution du programme, le père est débloqué. Alors, vous voyez que wait peut également prendre en paramètre un pointeur sur entier. Et bien, ce pointeur sur entier permet finalement d'autopsier la mort du fils, de savoir comment le fils est mort. Alors, en effet, on a des macro-fonctions qui existent pour savoir comment le fils est mort. Est-ce qu'il est mort naturellement par un appel à exit ou est-ce qu'il a été tué par un signal meurtrier?
Et s'il est mort par un exit, on peut récupérer le code de retour du exit du fils, tandis que si le fils a été tué par un signal meurtrier, eh bien on peut récupérer le numéro du signal qui a tué le fils. Donc vous voyez, on peut savoir comment le fils est mort. Alors à notre niveau, on n'utilisera pas cette possibilité, mais c'est possible. Alors, bien entendu, mettre en attente le père sur la mort de ses fils, parfois ça n'est pas possible, parce que le cas pratique du programme ne permet pas ce genre de cascade. Donc il est possible d'éviter la prolifération des processus zombies d'une autre manière, en demandant au père d'ignorer les signaux Sick Child que lui renvoient ses fils quand il meurt. Bon. Ça dépasse le cadre de notre programme, mais donc sachez que la mise en attente, on peut s'en affranchir, il y a d'autres moyens. Bien, alors bien entendu, au fur et à mesure du discours, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à reprendre en arrière si vous n'avez pas compris des points. De toutes les manières, je serai disponible après pour répondre à vos questions. Alors troisième point, la primitive exec. Alors là, on est dans un cadre un petit peu différent. Exec permet à un processus, à un programme C, de demander l'exécution d'un programme binaire. Alors vous voyez par exemple là ici, on fait appel à une primitive qui s'appelle execl. Alors en effet, des primitives exec, il y en a moult. C'est pour ça que là ici, j'ai mis exec étoile. Parce qu'on a tout un tas d'instructions C exec, exec VP, execl, exec VN, qui fonctionnent de manière un petit peu différente, mais le principe est le même. On demande l'exécution d'un programme. Donc là, vous voyez, avec cet execl, je demande à mon programme C d'exécuter la commande Unix ls. Donc là, ls pour visualiser le contenu du dossier TMP. Et donc là, ici, il y a un fonctionnement un petit peu particulier. C'est que si exec fonctionne, le programme C qui fait appel à ça est écrasé. C'est-à-dire que le programme C n'existe plus. En mémoire, il est remplacé par le binaire ls. Donc là, vous voyez, mécanisme un peu bizarre. Execl ne crée pas de nouveau processus, puisque le processus initial, le programme C, est écrasé par le programme ls qui est chargé en mémoire. Donc à l'issue de execl, on n'a toujours qu'un seul processus, puisque le programme C est mort, c'est vrai, mais il est remplacé par un autre processus qui correspond à ls. Ce qui explique pourquoi l'instruction perror est marquée là ici. Parce que si on arrive là, c'est que le execl a échoué. Parce que si le execl avait réussi, notre programme C aurait disparu, aurait été écrasé. Donc, on n'accéderait pas à cette instruction perror. Donc j'insiste, le programme C est terminé, est écrasé, et il est remplacé par un autre processus qui correspond à l'exécution de ls, dans le cas présent. Alors quel est l'intérêt de ça? Et notamment, quel est l'intérêt de faire ces opérations de clonage? L'association du fork et de l'exec, c'est à la base du fonctionnement d'un shell de commande Unix. Alors en effet, quand vous tapez une commande au niveau de la console, par derrière, il y a un shell basé fork exec. Alors comment fonctionne un shell? Donc le shell va lire la commande tapée par l'utilisateur. Il va faire toutes les interprétations qu'on a vues au semestre 1, substitution de commandes, substitution de variables, et puis là, le shell va se cloner avec fork. Le père, lui, alors parlons plutôt du fils, que va faire le fils? Le fils va exécuter la commande saisie par l'utilisateur avec exec. Ce qui veut dire que le fils, en faisant ça, finalement, se suicide, puisque exec va écraser le fils. Donc, là, finalement, on a un fils qui va au casse-pipe, puisqu'il sait très bien que en faisant exec, il va être écrasé, il va mourir. Le père, lui, il attend le fils qu'il a créé, qui exécute la commande saisie par l'utilisateur, pour éviter les zombies. Et une fois que son fils est mort, le père retourne là ici à la première étape, prêt à saisir une nouvelle commande de la part d'un utilisateur. Donc, vous voyez, le père est toujours en vie, ce qui lui permet de maintenir en vie le shell.
Donc là, vous voyez, on a un père qui n'est pas très gentil avec son fils, puisque, je le répète, il envoie son fils au casse-pipe. Tandis que le père, lui, bien sagement, eh bien, il attend que son fils meure, et puis il retourne là ici, saisir une nouvelle commande. Donc ça fait que fork, eh bien, c'est à l'origine de tous les processus existants sur une machine Unix. Sauf le premier, bien entendu, puisqu'il faut un point de départ. Mais autrement, dès que vous lancez un processus, quel qu'il soit, eh bien, il y a du fork derrière tout ça. Et puis, le gros avantage qui va nous concerner jusqu'à la fin de cette matière, c'est qu'on va pouvoir enfin faire de la programmation parallèle, c'est-à-dire de la programmation concurrente. Donc on va pouvoir traiter des problèmes par l'intermédiaire d'une coopération entre plusieurs processus, ce qui va permettre de tirer parti des capacités multiprocesseurs et multicœurs des ordinateurs modernes. Alors vous allez voir que très vite on va faire des recettes de cuisine, la fois prochaine on va faire des calculs mathématiques multifork, autrement dit on va prendre beaucoup de plaisir. Voilà pour cette partie de cours. Alors les exercices, on les fera plutôt en direct quand on sera en séance sur Discord. Comme on dit dans le jargon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Merci, à bientôt.